Mode, voilà, qui est cycliste et voilà, et à qui, ma foi, il est arrivé un petit accident, et évidemment on souhaite que tout ça se répare très vite. Stéphanie Mode, vous menez le pôle écologiste pour les prochaines élections régionales. Vous êtes de métier conseillère service aux entreprises à Pôle emploi. Côté politique, vous êtes chez les Verts depuis le début de votre engagement. Vous siégez au conseil municipal de Dijon depuis 2008. Vous étiez dans la majorité de François Rebsamen jusqu'en 2020. Puis vous faites bande à part depuis les dernières élections, puisque vous aviez présenté votre propre liste lors de ce scrutin. La région, vous la connaissez également. Je rappelle que vous avez été conseillère régionale donc, de l'Est-Bourgogne entre 2004 et 2010. Même punition que devant les chefs d'entreprise du MEDEF la semaine dernière. Stéphanie Mode, je vous laisse 10 minutes d'intervention libre, je vous donne le micro tout de suite. 10 minutes d'intervention libre, et puis ensuite on aura un petit échange tous les deux, et puis si nous avons encore le temps, avec la salle. Voici, 10 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Donc merci tout d'abord pour cette invitation. Alors, moi 10 minutes, je ne sais pas si je vais tenir 10 minutes, parce que j'avais compris que c'était surtout un temps d'échange autour de questions qui effectivement touchent la Fédération française du bâtiment et surtout en fait son secteur d'activité, comment ça fonctionne actuellement et l'avenir. Donc moi vous dire que en tant qu'écologiste, le secteur du bâtiment est un secteur extrêmement important dans la transition écologique. Alors déjà pour tout ce qui est nouveaux bâtiments, avec des normes environnementales qui sont contraignantes, donc il faut effectivement que la région accompagne beaucoup plus, je dirais, de l'architecte jusque donneur d'ordre, mais dans les bureaux d'études et jusque sur le terrain, et c'est-à-dire tous les métiers qui sont après directement liés à la construction des bâtiments, pour que les bâtiments qui soient construits soient des bâtiments qui soient durables et surtout extrêmement peu consommateurs en énergie. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Donc c'est vrai que les contraintes sont fortes, parce que les contraintes bougent aussi beaucoup sur ce secteur-là, en termes d'excellence autour de l'excellence énergétique des bâtiments. Un enjeu très fort aussi pour nous en termes de bâtiments, c'est, vous parliez tout à l'heure, j'ai entendu parler du problème de ressources, des matières premières. Donc c'est aussi comment on peut, des grands enjeux, c'est de relocaliser en partie l'économie. Alors vous, ce que vous faites de l'économie locale, de par vos métiers. Par contre, c'est après tout ce qui sert à la construction. Donc, nous, on a une proposition forte qui est de dire qu'il y a toute une filière à monter autour des biomatériaux, des matériaux d'origine naturelle. Ça ne remplacera pas tout. On a aussi un enjeu fort dans une région extrêmement boisée comme la Bourgogne-Franche-Comté, de mettre vraiment en compétence et en puissance sur la construction. Donc voilà, ce n'est pas la réponse la seule, mais c'est une des réponses en tout cas sur comment on peut monter des filières beaucoup plus locales, qui sont moins dépendantes du marché mondial, et donc avec un approvisionnement beaucoup plus local. Un secteur extrêmement important pour nous, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Alors c'est vrai, je sais, très haut, c'est bien normal, c'est la construction. Mais pour nous, un des enjeux très très forts, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est un chantier colossal, c'est un chantier qui demande des compétences précises, c'est un chantier qui va devoir se développer. Il y a des aides enfin de l'État, il y a des aides de l'Europe, donc maintenant à la région aussi, Bourgogne-Franche-Comté, de prendre vraiment ce gros chantier à bras-le-corps et d'opérer donc de la formation à la fois sur ces chantiers, parce que ça ne se décrète pas, la rénovation thermique des bâtiments. Et moi, le polyester, c'est pas ce que je parle. Voilà, les plaques de polystyrène, c'est pas ce que je préfère. Donc il y a tout un enjeu fort autour de la rénovation thermique des bâtiments. C'est des gisements d'emploi, c'est de l'investissement pour des économies de fonctionnement, des gaz à effet de serre en moins, donc de l'emploi, et pour le consommateur final, beaucoup moins d'énergie, et donc beaucoup moins d'énergie dépensée, et donc du pouvoir d'achat supplémentaire. Un enjeu fort aussi autour du bâtiment, on y reviendra je pense dans les questions de réponse, c'est effectivement la question qui est liée à l'arrêt des grignotages, le grignotage des terres agricoles. Moi je suis écologiste, bien évidemment, je suis pour qu'on arrête le grignotage, donc zéro artificialisation, mais il y a des possibilités de faire autrement. Un enjeu très fort de la région, donc région c'est le chef de file de l'économie. Donc c'est associer bien plus que ça ne se fait actuellement les chefs d'entreprise que vous êtes, les branches professionnelles, dans l'élaboration effectivement de la politique économique régionale.
Donc je pense qu'il y a un effort à faire pour mettre tout le monde autour de la table, et notamment là, puisque je l'ai dit la semaine dernière, donc je le redis là, moi c'est vrai qu'un axe fort, une première proposition très concrète, c'est au mois de juillet, faire un premier point très précis sur les effets de la crise que nous traversons, des crises que nous traversons, et de voir quels sont les secteurs qui s'en sortent bien, ceux qui s'en sortent moyennement bien, puis ceux qui s'en sortent pas du tout. Et que l'effort consenti ira bien évidemment vers les secteurs en difficulté, et l'effort consenti sera aussi fait sur les secteurs plutôt TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire. Les enjeux forts aussi dans mon programme sur la conditionnalité des aides. Alors, je pense que ce n'est pas un terme dont il faut avoir peur. Bon, ce que j'ai pu lire dans le devant, ça correspond. C'est-à-dire comment effectivement on va conditionnaliser les aides pour qu'il y ait un marché public plus fort, plus respectueux aussi de celles et ceux qui produisent de l'emploi localement. C'est dans ce sens-là qu'on va le faire. Et puis effectivement les enjeux autour de l'environnement, on en a parlé, on en discuté aussi. Un enjeu très fort de la région, moi, effectivement, vous l'avez dit, je travaille pour le service public de l'emploi. J'ai longtemps accompagné des demandeurs d'emploi, notamment en précarité, et puis là, je suis au service aux entreprises, donc je suis très bien placée pour, quand on prend le téléphone, une fois sur deux, c'est effectivement, on n'a personne, voilà, on recherche des salariés. Donc, un effort à continuer autour de l'orientation, de la valorisation des métiers, et également autour, ça a été dit, de l'apprentissage, bien évidemment, et de l'effort de formation. On pourra aussi évoquer, si je ne sais pas si ça fait partie, mais des clauses d'insertion. Effectivement, clauses d'insertion dans le bâtiment qui vous demandent de répondre à des appels d'offres particuliers, mais qui, pour moi, un des leviers, si c'est bien fait, si c'est bien accompagné en amont, de pouvoir aussi avoir de la main-d'œuvre qui n'était pas forcément destinée et sur des métiers qui restent quand même peu qualifiés dans le bâtiment et là où je sais que vous avez vraiment du mal à recruter. Donc la formation professionnelle, grands enjeux de la région, une des compétences fortes de la région. Voilà. Et puis après, donc, on est ici avec plutôt la Fédération française du bâtiment, et pas les TP. Voilà. On va donc exclure la question de la construction des routes et autres. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas forcément 10 minutes, donc je préfère qu'on échange et qu'on voit ensemble les questions qui se posent, notamment vis-à-vis de la transition écologique. Pas de souci. C'est parti, Stéphanie. Moi, je vais revenir sur quelques propos que vous avez utilisés. Vous avez commencé, j'allais dire c'est presque naturel, par la question de la transition écologique, en utilisant le terme de contrainte environnementale, qui n'était pas forcément un terme que j'attendais dans votre bouche, qui est plutôt un terme qu'on entend de la part des chefs d'entreprise, qui peuvent vivre effectivement comme quelque chose de contraignant. Comment vous imaginez le travail avec les entreprises sur cette question ? Justement, c'est qu'on arrive à passer donc, de la contrainte à la réalisation et à le faire ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des contraintes, parce que ce sont des normes à engranger, à respecter. Donc il faut, par contre, l'impératif, c'est qu'il faut qu'on y arrive. Le dérèglement climatique est là, la température ne cesse de s'élever, et encore une fois, la construction est un des leviers pour pouvoir réduire de façon très efficace les gaz à effet de serre, que ce soit dans la construction neuve ou dans la rénovation. Donc ce qui est actuellement vécu comme une contrainte, il faut que la région mette en place des dispositifs d'accompagnement, de formation, pour que ce devienne naturel et que ce soit donc complètement intégré dans les gestes. Il faut aussi que ce soit rémunéré à sa juste hauteur. Tout à l'heure, j'entendais aussi parler des appels d'offres et du mieux-disant. Bien évidemment, ça fait partie. Parce qu'on sait effectivement que les contraintes qui pèsent actuellement, eh ben, il faut le temps. Ça veut dire de l'ingénierie, ça veut dire des bureaux d'études, ça veut dire des façons de construire différemment. Et quand on est sur le moins 10 ans, quand on est des constructions qu'il faut faire à toute allure, voilà, donc c'est aussi amener un cercle vertueux et travailler davantage avec les PME, TPE qui jouent le jeu du mieux 10 ans. Et donc c'est les valoriser dans les appels d'offres. Et on a les moyens de le faire. Ça c'est un des points qu'on avait évoqué effectivement tout à l'heure avec M. Platret. Dans le document qui a été remis et dans les propositions qu'a faites la FFB, il y a cette question des offres à normalement basse d'une part et des sous-traitants, des cascades de sous-traitants. Là-dessus, vous êtes prête à prendre une position en tant que présidente de région ? Oui, je suis prête à prendre position et je pense qu'il faut être très ferme et regarder qui répond aux appels d'offres. Il faut éviter toute entente. Donc ça veut dire effectivement être très très attentif à ce que les appels d'offres puissent être, que des entreprises de taille intermédiaire, des PME, puissent répondre aux appels d'offres. Notamment, ça passe par ça. Et
donc, c'est ouvrir ces appels d'offres, vraiment les travailler en amont pour qu'il y ait beaucoup plus de possibilités de réponse et qu'encore une fois, effectivement, on examine avec des grilles d'évaluation des critères qu'on peut mettre aussi en amont. Alors, c'est vrai, juridiquement, ça peut risquer. Mais il faut à un moment donné, parce que ça passe, donc ça passe, il faut prendre certains risques pour qu'effectivement, à la fin, on ne se retrouve pas avec une kyrielle de sous-traitants, avec des bâtiments qui très vite aussi ont des malfaçons, parce que construit trop vite, parce que construit sans concertation entre les corps de métier. Moi, je ne sais pas si c'est le lieu, mais moi, j'ai parlé aussi du détachement des travailleurs étrangers qui sont payés suivant les critères du pays où ils viennent. Donc ça, c'est pas normal. C'est de la concurrence déloyale. Donc c'est vraiment tout un travail à faire vraiment en amont sur les appels d'offres pour qu'ils puissent être beaucoup plus vertueux et qu'après, effectivement, on en fasse des entreprises qui puissent répondre à ces appels d'offres, travailler correctement, payer correctement leurs salariés, donc garder aussi leurs salariés, parce que ça fait partie aussi des efforts qu'on doit faire pour que le bâtiment puisse garder ses salariés. L'artificialisation des sols, je voudrais revenir sur ce point-là. Vous avez tout à l'heure indiqué votre position à la poursuite. Sérieusement, on peut envisager d'arrêter le processus d'artificialisation des sols, y compris autour des villes qui ont besoin de se développer? Alors, moi, ça c'est un sujet important parce qu'en fait, c'est le sujet du développement des territoires. Bourgogne-Franche-Comté, territoire en majorité rurale avec 3 grands pôles urbains. Donc, soit on continue à concentrer l'essentiel de l'activité sur ces grands pôles urbains, soit on se dit qu'effectivement, dans l'ensemble des territoires bourguignons-franc-comtois, on redéploie de l'activité économique. Donc, si on redéploie de l'activité dans l'ensemble des territoires, on n'a plus ce problème de concentration. Il y a des friches industrielles existantes. Alors, il y a le problème de dépollution, mais ça se traite aussi. Donc, il y a aussi des possibilités de retrouver du foncier ailleurs que dans des gros pôles urbains, où là, effectivement, c'est compliqué de trouver du foncier actuellement. Ça peut être moins compliqué dans des villes moyennes qui voient partir des commerces, qui voient partir de l'activité. Donc, on retrouve aussi, il y a du foncier disponible en Bourgogne-Franche-Comté. Mais il y en a là où il y a moins de demandes. Voilà. Actuellement, il y a une parce offre que de c'est foncier, aussi mais beaucoup moins de demandes. c'est une volonté aussi de redistribuer l'activité économique sur l'ensemble des territoires. Plus facile à dire qu'à faire. Il faut inverser la machine, là pour le coup. Il faut inverser la machine, il faut effectivement aider aussi, peut-être, c'est en aidant vraiment le tissu local d'entreprises qui sont plutôt dans des endroits où le dynamisme est en perte de vitesse. Voilà. Et c'est en lien aussi avec l'industrie. Et dont nos bassins industriels qui sont en perte de vitesse, revitalisons-les. Et quand on revitalise, on a besoin de logement, on a besoin d'activité, on a des commerces qui tiennent, et donc on a aussi la construction. Donc si je vous suis bien, des priorités absolues sur la rénovation du bâti, notamment la rénovation énergétique, la rénovation des logements, des équipements publics, ça c'est la priorité avant d'envisager de construire du neuf finalement sur des terrains nouveaux. Oui, ben ça c'est vraiment un enjeu extrêmement fort, même si effectivement ça ne concerne pas l'ensemble du métier du BTP. Mais oui, c'est une urgence absolue. Encore une fois, il y a ce qui peut nous permettre de baisser nos gaz à effet de serre, donc les émissions de gaz à effet de serre, donc éviter ce dérèglement climatique qui s'emballe, c'est de générer des économies d'énergie. Et là, il y a un gisement dans les transports et dans les logements et dans les bâtiments. Donc c'est vraiment un gisement important, et je répète, d'emploi, mais ça veut dire aussi aider à la mutation et prévoir effectivement les métiers émergents et faire des formations sur les métiers les plus importants, ceux qui vont vraiment nous aider à faire cette mutation écologique. Oui, ça c'est une des demandes qui figure dans le document que vous avez, effectivement, d'investir sur le volet performance énergétique dans la formation des demandeurs d'emploi. Concrètement, vous, président de la région, quelles seraient vos mesures précisément pour améliorer le niveau de compétence des entreprises de la région sur ce domaine-là et pour financer la rénovation énergétique du bâtiment? C'est partir des besoins des entreprises, hein, je pense que c'est évident, et en lien avec les branches professionnelles. Donc c'est vraiment partir des besoins, de ce qui est exprimé en termes de besoins en formation, de besoins en termes d'accompagnement, d'ingénierie, pour pouvoir aider effectivement à ce que les entreprises puissent répondre au mieux à ces demandes qui vont donc s'amplifier si nous avons la région Bourgogne-Franche-Comté. De quelle manière vous pouvez aider les entreprises à régler ce problème crucial de la pénurie de main-d'œuvre, des métiers en tension? Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est président de région sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on peut faire tout court? Non, en l'occurrence, vous êtes président je suis de dans région. l'insertion professionnelle. S'il y a eu un mieux, effectivement, dans les années 2005, 2006, 2007, parce qu'il y a eu beaucoup de partenariats et de communication autour de ces métiers-là. Donc c'est vrai que ça part vraiment de la revalorisation. Encore une fois, mais je pense qu'on est aussi dans un système éducatif français qui est, même si ça change un peu, bon, l'État va disparaître, on pense ça plus autrement, mais on est vraiment dans la valorisation extrême des études longues et qu'on ne valorise pas du tout assez les études plus techniques, plus manuelles. On a besoin de travailleurs manuels, de gens qui sont experts, qui ont cette finesse et cette appétence. Donc je trouve dommage que ce soit un peu toujours considéré comme finalement, si tu ne peux pas faire autre chose, tu feras ça dans ces filières-là. Donc mais c'est valable pour le secteur du bâtiment, c'est valable, beaucoup de mal à trouver des bons mécaniciens auto, à les garder, c'est valable pour plein de métiers qui sont dits manuels. Donc c'est vraiment le regard qu'on doit donner, donc c'est valoriser ces métiers-là, c'est aussi mieux payer ces métiers-là, et ça vient encore une fois sur les appels d'offres, sur comment on paye aussi, parce qu'on accepte un bâtiment, mais ça se paye, sans beaucoup. Et on a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Donc revalorisation des métiers, communication autour de ces métiers. La revalorisation, c'est à la fois l'image et le salaire. Je l'entends dans les deux sens, effectivement. Et donc après, les leviers de la région, c'est en lien avec les lycées professionnels, c'est en lien avec l'apprentissage. À beaucoup, je suis persuadée que moi, l'apprentissage dans le bâtiment, c'est vraiment la meilleure voie possible. Et de ça, du CAP de maçon jusqu'à l'ingénieur dans ces métiers-là. Parce que c'est des métiers qui nécessitent de tout de suite être en lien avec ce qu'on fait. Si on allie le pratique et le théorique directement derrière le pratique. Je sais que d'ailleurs, je parlais du côté compagnon, de devoir, donc il y a eu des choses qui ont été faites pour revaloriser. Mais il faut continuer. Et après, il faut garder, effectivement. Donc c'est revalorisation. Et puis aussi, inciter et dire à des gens qui sont en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi, il y a des tas de gens qui ont envie. On y arrive, on le voit dans le maraîchage bio, parce que c'est porteur, parce qu'il y a des valeurs derrière. Donc on doit aussi pouvoir le faire avec des métiers dans le bâtiment. Donc c'est tout un travail à faire en lien encore une fois avec les professionnels, les branches professionnelles, les organismes de formation, le service public de l'emploi et tous ceux qui sont en proximité avec les demandeurs d'emploi. Donc tout un travail, il y a les coulisses du bâtiment, il faut encourager, il faut faire connaître ces métiers par tous les moyens et dire que ce sont des métiers nobles et que quand on construit quelque chose, après on peut montrer ce qu'on a construit. On peut parler du bâtiment ancien notamment. Ça existe, donc c'est amusant parce que sur les 4 premiers candidats, vous êtes tous d'accord sur le constat qu'effectivement les études courtes, les études manuelles, les études professionnalisantes ont été sacrifiées dans ce pays depuis très longtemps. Vous êtes tous d'accord sur le sujet. Bon. La question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin aujourd'hui. Aujourd'hui concrètement, il faut mettre de l'argent. Quand on est à la région par exemple, il faut mettre de l'argent là-dedans parce que tous les dispositifs ils existent déjà. C'est une question de les développer, c'est une question d'aller plus loin. C'est vraiment, je me crois sincèrement, c'est vraiment une question d'image et de capacité aussi de monter en compétences rapidement dans ces métiers. C'est vraiment parce qu'on forme des gens dans ces métiers-là. On forme des jeunes. Dont certains disparaissent des écrans radars, disait le président Laboret tout à l'heure, des fondations, des informations. On forme, donc c'est pas tant la question de la formation initiale, c'est que il ne faut pas que les jeunes qui y vont, ils y aillent par défaut, il faut qu'ils y aillent par adhésion, et après il faut les garder. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça passe par la revalorisation aussi, par des parcours qui peuvent leur permettre à un moment donné de monter leur entreprise, d'être artisan, chef d'une petite PME. Donc c'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de raison que certains métiers où on peut rester jusqu'on n'a pas de mal à trouver des secrétaires, par exemple, on n'a pas de mal à trouver... dans certains métiers, en communication, on a pas mal à trouver des gens qui veulent communiquer. Donc il y a les formations existent, il y a de l'argent qui est mis, c'est peut-être mettre davantage d'argent, mais encore une fois, pour moi, c'est pas le problème de mettre en formation, c'est de garder une fois les gens formés. Est-ce que alors on a beaucoup parlé de transition écologique avec vous, on n'a pas encore parlé de transition numérique. Et vous avez vu que dans le dossier, il est question notamment dans le secteur du bâtiment, de ces nouveaux outils que sont par exemple le BIM. Est-ce que l'outil, c'est une question d'ordre général, presque philosophique, est-ce que l'outil technologique, le numérique, est une des clés pour réussir la transition écologique?
Si l'outil numérique est au service effectivement de calculs qui peuvent permettre de limiter effectivement la consommation, de permettre d'avoir une intelligence artificielle, doit être vraiment au service du bâtiment. Voilà, donc moi la finalité technologie, ça n'a de sens que si elle est au service. Si c'est du gadget, non. Après le BIM, c'est effectivement intéressant. Moi, je ne suis pas une spécialiste de cette question-là. J'ai vu des choses qui se faisaient à Culmine, etc. Donc il y a des choses bien évidemment intéressantes. Et ça demande des compétences poussées, et donc là peut-être un effort de formation bien plus important qu'on le fait actuellement pour pouvoir se servir de cet outil-là. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane Limode? Question flash. Monsieur. J'aimerais revenir sur vos propos sur la qualité du bâti. Vous disiez bien sûr le souci environnemental, technique, technologique, performance, mais tous nos bureaux d'études sont au point, on sort de l'ère de 2012, on est en RE 2020, aujourd'hui on est à la veille pratiquement je parle du neuf, parce que je fais que du neuf, donc évidemment on n'est pas totalement en face, mais on est déjà au point et on est à la veille du bâtiment pratiquement passif. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus, ou est-ce que vous pensez qu'il faut aller vite et encore plus loin? Non, mais si vous pensez être à la pointe que vos bâtiments, une fois réglementaire. Réglementaire. Après, on a le passif et après on a le bâtiment qui fournit l'énergie. Mais déjà, soyons sur du vrai passif, quoi. Donc si les bâtiments qui sortent tous de terre, répondent au passif, répondent au fait qu'on n'a quasiment plus d'énergie à dépenser en termes de chauffage dans le bâtiment, je dirais que c'est déjà bien. Après, moi je pense qu'il faut évaluer effectivement les performances de l'ensemble des bâtiments qui sont de terre actuellement et s'assurer déjà qu'on soit là. Après, bien sûr, on va aller sur de plus en plus d'excellence, mais moi déjà, c'est pour ça que sur le bâti neuf, moi j'ai pas. Je pense que un bâtiment passif, c'est déjà intéressant. Si c'est un bâtiment qui en plus peut fournir positif, peut fournir de l'énergie, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, pour moi, l'enjeu premier, c'est la rénovation thermique. En termes d'environnement global, le delta, il est plus. Le vrai travail, il est aujourd'hui avec l'énorme delta, avec l'ancien, même malicieusement, je dirais les bâtiments publics et autres, qui sont des passoires. Aujourd'hui, le neuf, passer du passif à l'énergie positive, je vous garantis qu'en termes de ressources naturelles, ça va être... Non, mais ça peut être intéressant, si vous voulez, pour l'autoconsommation, pour avoir une énergie beaucoup plus locale. Ça a deux sens là. Hein. On veut sortir de la dépendance à l'énergie fossile, on veut avoir une énergie plus décarbonée. Donc effectivement, le fait d'avoir des bâtiments qui proposent, que ce soit du photovoltaïque ou autre, c'est intéressant pour ça, pour l'autoconsommation. Après, pour moi, l'enjeu principal, je le répète, c'est vraiment effectivement comment on arrive, parce que le maximum des bâtiments existants sont des bâtiments qui sont avant 1975, qui sont parfois des vrais passoires énergétiques, et là où les deltas, quand on met de l'argent, effectivement, après tout n'est pas, parce qu'on s'aperçoit c'est pourquoi il faut déconstruire, parce que ça a tel coût de rénover thermiquement que ce n'est pas la peine. Par contre, il y a des deltas, quand on peut passer de E, F à AB, c'est sûr que là tout de suite on voit la différence. Madame. Notamment par exemple pour les lycées dans les... Oui, pour les bâtiments de la région, y compris. Donc là, c'est... Madame. Oui, moi je comprends ce que vous dites, mais j'aimerais comprendre pourquoi on fait de ce que vous feriez à un marché public afin de limiter les sous-traitances en cascade qui est le travail des agents. Là, c'est de mettre dans des clauses environnementales et sociales dans nos appels d'offres. Voilà. Alors après, c'est demander en fait la RSE, c'est d'aller effectivement jusqu'à demander aux entreprises qui postulent de nous fournir effectivement un certain nombre de critères qui disent qu'ils ne font pas appel au travail détaché, qui respectent, voilà, c'est ça. Ça va jusque là. Après, c'est plus juridique, pose le dossier, mais ça se fait. C'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande à prendre des risques juridiques. C'est vrai, mais ça peut se faire, ça se fait. Et il faut qu'on arrive à le faire. Donc c'est vraiment aller sur la RSE et donc évaluer et aller vérifier. C'est l'engagement d'une politique RSE comme conditionnalité pour obtenir un marché. D'accord, c'est une des conditionnalités. Okay. Oui. J'ai juste une question à vous poser sur une idée éventuelle. Ce sera la dernière. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une riche idée pour La Rochelle de reprendre l'activité pour l'emploi à son compte ou même ingénierie? Je ne parle pas des indemnités des mandats d'emploi qui resteraient au domaine des partenaires sociaux et de l'État, bien entendu. Mais reprendre l'ingénierie pour l'emploi de façon à ce qu'on puisse effectivement satisfaire beaucoup mieux un besoin, notamment dans
C'est une question pour la candidate ou pour... Voilà, non, mais je vais totalement... C'est pas une question pour la candidate. pour le Je pense qu'elle est bien placée pour oui, tout à fait. On vous écoute, Stéphane. J'ai écouté un débat fort intéressant sur notre région. Aujourd'hui, ça s'appelle les Hauts-de-France. Quand moi je vois les chiffres annoncés, parce qu'il y a eu des expérimentations qui sont extrêmement coûteuses, moi je pense, alors, parce que là je ne vais pas, j'ai avoir de réserve pour le coup par rapport à mon employeur, vous comprendrez bien, mais c'est surtout que les compétences elles existent, et ce n'est pas en changeant d'échelle, je pense que malheureusement on réglera le problème de comment on fait pour trouver. Par contre c'est un partenariat beaucoup plus fort, et encore une fois les branches professionnelles et les entreprises doivent être beaucoup plus partie prenante. Après, on ne forcera pas des personnes à faire des métiers qu'ils ne souhaitent pas faire. Comme on ne peut pas forcer des jeunes qui ont été formés à rester dans les métiers. Donc c'est renverser la tendance, on se met tous ensemble effectivement. Il y a certainement encore des améliorations. Moi je suis dans une entreprise qui travaille beaucoup sur la satisfaction entreprise, etc. Donc, je peux vous dire qu'on a des enquêtes qualité évidemment. Mais donc c'est vraiment comment on fait tous ensemble pour regarder enfin comment on arrive à concilier l'offre et la demande et avoir moins de demandeurs d'emploi alors qu'on a des métiers en tension, des métiers qui ne trouvent pas. Voilà, moi je pense beaucoup plus à ça en termes de complémentarité. Très très vite alors, puisqu'il y a Juste un complément, en fait, l'idée de tout ça, c'était quoi? C'était de dire, est-ce que effectivement, des représentants des branches professionnelles pourraient participer au plus près à l'évaluation de la demande d'emploi pour ensuite également proposer à côté de Pôle emploi des parcours d'insertion professionnelle ou de retour à l'emploi. Mais, pour moi, ça existe déjà en partie, donc on peut bien évidemment le renforcer, mais ça existe déjà. Hein. Je vous assure qu'effectivement, on travaille aussi avec des autres cours, on travaille aussi. Voilà, mais je vous assure que ça existe. Donc peut-être effectivement, c'est une question aussi territoriale, de maillage territorial. Non, mais je pense qu'il y a un directeur régional contre guillemets, un directeur de département, il ne voit pas les choses de la même façon parce que ça ne se fait pas ni dans la net, ça ne se fait pas. Et je vais le nommer, c'est M. Hutin. Voilà, vous allez la mettre mal à l'aise, forcément. Voilà, vous allez forcément la mettre mal à l'aise. Mais en tout cas, voilà, le sujet est posé. Ça peut se faire. Voilà, tout à fait, le sujet est posé. Ça se fait, je vous assure qu'il y a effectivement déjà du travail de partenariat et qu'on peut tous travailler ensemble, ça j'en suis persuadée. Merci beaucoup Stéphanie Motte pour votre intervention cet après-midi.